Bonjour à tous. Je vois qu'on a une belle équipe. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on représente Savoir-faire Linux. Donc je suis Fadi chez AD, ingénieur en système embarqué à Savoir-faire Linux depuis pas très longtemps. Donc pour ma part, je fais du C sur des boards Linux et accompagné de mes deux chers collègues. Moi, c'est Andreas Hadzileu. Moi, je prends un background de mathématiques. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Savoir-faire Linux. En ce moment, je travaille surtout sur le côté Linux embarqué, donc du développement C, C++, mais on touche à un peu de tout chez SFL. C'est ça qui est beau. Moi, c'est François Simon. J'ai aussi un background en mathématiques. Je fais du développement plus applicatif en C++, surtout sur le logiciel Jamy, dont on va parler un peu plus tard pendant la présentation. C'est bon, tu peux te déplacer pour faire droit. Parfait. Merci. Ok. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Savoir-faire Linux, on est une société de services spécialisée dans le logiciel libre, que ce soit au Canada, en Europe. Donc on fête aussi un anniversaire. On fête nos 25 ans au Canada et nos 10 ans en France. Alors, 25 ans au Canada, 10 ans en France. On a nos locaux principaux qui sont à Montréal. On a des locaux aussi qui sont à Rennes, en France, qui, eux, nous permettent un accès au marché européen. Et pour, du coup, les locaux qui sont à Montréal, c'est plutôt pour le marché d'Amérique du Nord. Donc ça nous permet d'avoir de la visibilité à l'international, que ce soit du côté de nos partenaires ou du côté de nos clients, dans tout ce qui va être lié à l'ingénierie open source. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Plein de choses, comme le disait Andreas. Beaucoup de termes techniques, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça ne va pas être très intéressant, je pense. Mais pour vous donner un peu une analogie plutôt cool, ça va être par exemple si on prenait le panel d'une voiture, donc un contrôle de bord. L'expertise que nous on va apporter, ça va être sur tout le système. Donc de la conception du système, de la distribution qui va être dessus, donc l'interface entre le hardware et le software, la partie software, la partie sécurité. Donc par exemple, on va voir le port USB sur le panel, on va faire en sorte qu'on ne puisse pas contrôler depuis l'extérieur, qu'on ne puisse pas changer le logiciel qui est dessus. Le noyau, développement, donc ça va être le moteur du panel. La partie multimédia, donc là on peut par exemple imaginer la caméra de recul sur la voiture, on va pouvoir gérer tout le flux entre la caméra et l'affichage sur l'écran. La partie télécom, ça va être la partie connexion. Donc par exemple, si on veut écouter de la musique, on branche le smartphone en Bluetooth sur le panel, ça nous permet de contrôler la musique. Ça, c'est la partie télécom. Et ensuite, on a de l'avionique et de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est un peu la trend du moment, on en parle de plus en plus. C'est des solutions que nous, on va proposer aussi de notre côté. On a beaucoup entendu le terme souveraineté aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est très très important dans l'intelligence artificielle, que ce soit sur les systèmes embarqués ou sur vos machines en local. Donc aujourd'hui, on va pouvoir proposer des machines avec un modèle qui tourne en local, avec vos données qui sont dessus et qui empêchent en fait toute connexion avec l'extérieur. Donc on connaît tous les grands aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'ils font avec nos données, mais voilà. C'est toujours mieux d'avoir sur son propre système. Edge AI, c'est en fait tout ce qui est intelligence artificielle sur système embarqué. Donc basse consommation, mémoire limitée, puissance de calcul limitée. On reste encore un peu sur la partie business. Donc nos services sont de ce qu'on appelle de bout en bout. Donc en fait, on va pouvoir intervenir sur n'importe quelle partie du projet, que ce soit sur le début, sur la fin ou sur tout le long. Donc du conseil, de la R&D, donc les études de faisabilité. On a un client, il cherche à avoir un projet, il ne sait pas comment le structurer, on propose une structuration. En partant de cette structuration, on fait notre développement en intégration. Donc on a nos experts aujourd'hui à Savoir-faire Linux, chacun avec des compétences techniques assez spécifiques qui vont permettre d'aller dans les profondeurs de la programmation.
Ça, c'est ce qui concerne la partie projet, mais on ne va pas s'arrêter là, on va pouvoir aussi intervenir sur la partie support. Parce que c'est sympathique de pouvoir proposer des solutions open source, apporter cette expertise-là, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner le client tout au long de leur produit, de leur déploiement. Donc c'est là où on intervient avec l'assistance technique, donc toujours axée sur la satisfaction du client, et la partie formation, qui va permettre de développer l'autonomie de nos clients sur les solutions qui sont proposées. Donc aujourd'hui, on propose aussi des formations. On a d'ailleurs un de nos collègues qui est en ce moment à Toulouse qui donne une formation Zephyr. Donc là, on a fait une petite liste des clients qui nous font confiance. Donc, on intervient sur pas mal de secteurs, que ce soit les bâtiments intelligents, l'énergie, avec RTE, médias et réseaux, Byamp, ils font des caméras, des microphones pour les salles de conférence. Dans la robotique, on a Exotech. Exotech, c'est des robots qui déplacent des colis, des marchandises dans des entrepôts. Dans l'industrie ferroviaire, dans le médical, dans l'intelligence artificielle et dans les équipements avioniques. Donc panel assez large, il y en a pour tous les goûts. Ce qui va faire la force de savoir-faire Linux aujourd'hui, c'est nos partenariats et notre lien avec le monde de l'open source. Donc sur la partie gauche, on voit nos partenariats avec les leaders industriels. Donc on reconnaît quand même d'assez gros noms, donc comme par exemple ST, Microchip, plus récemment Future Electronics. Donc c'est des gens avec qui on travaille pour simplifier, pour booster l'innovation aujourd'hui à l'international dans le monde libre, mais aussi à travers nos contributions et nos interactions sur des projets open source. Donc on peut reconnaître Zephyr, Buildroot ou encore Yocto dont on est membre Silver aujourd'hui, mais aussi par nos rôles actifs dans les écosystèmes open source, donc notamment par la Linux Foundation, où on intervient énormément sur la partie énergie avec notre projet CPath, dont on parlera très brièvement dans la suite. Nos solutions, on ne va pas trop s'attarder sur ça parce qu'on a notre solution principale qui va être présentée dans la suite. Donc LF Energy CPath, c'est un projet d'hypervision open source en temps réel pour les grids électriques. Donc aujourd'hui, l'entité principale avec qui le travail est fait est RTE. Une de nos solutions récentes est VulnScout. Donc ça permet de faire des analyses SBOM. Donc c'est tout ce qui va être composants, distribution et les licences que l'on va voir sur une image, par exemple, pour les vulnérabilités, ce qu'on appelle les CVE. Donc ça permet de générer un dashboard et de pouvoir suivre en fait les correctifs sur le projet. Cookinia, c'est de la validation système. Donc c'est un outil, c'est un framework qui est assez flexible, très facile d'usage, qui permet de faire toutes sortes de tests, utilisateurs, noyaux, services, réseaux et fichiers. Cette diapo nous permet de faire la transition avec Jamy, qu'on va vous présenter, vous expliquer de la manière la plus simple possible. Je te donne la parole, François-Simon. Oui, merci. Donc voilà, donc Jamy est un logiciel dont le développement est financé par Savoir-Faire Linux. Ça fait plusieurs années que c'est en développement. C'est un logiciel libre et c'est un logiciel de communication qui met particulièrement l'accent sur la vie privée le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Donc voilà, donc quelques mots sur chacun de ces deux aspects-là. Donc le logiciel de communication, donc on vise à fournir toutes les fonctionnalités essentiellement consentant pour ce genre de logiciel. Donc pouvoir envoyer des messages texte à ses contacts, faire des appels audio, des appels vidéo, partager des fichiers, faire des conversations de groupe et ainsi de suite. Donc voilà, donc maintenant je dis ça. Donc comme je dis, c'est un logiciel qui met particulièrement l'accent sur le respect de la vie privée. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc c'est pas juste un slogan, mais c'est aussi des décisions techniques qui ont été prises dans le développement puis le design du logiciel pour respecter la vie privée. Donc donc sans trop entrer dans les détails, juste parler un petit peu de l'aspect principal, donc qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'architecture classique pour presque tous les logiciels de communication, c'est il va y avoir un serveur. Donc, c'est le dessin qui est schématisé un peu à gauche ici. Donc, une autorité centrale qui va être typiquement contrôlée par une grosse compagnie. Donc, ça va être Microsoft, Discord, Google, Facebook. Donc, il y a un serveur qui est contrôlé par une compagnie, une autorité centrale contrôlée. On a tous les utilisateurs autour qui se connectent au serveur.
Et si, par exemple, je veux envoyer un message à, disons, Andreas sur Teams, à l'échelle comme ça, ben, j'envoie mon message au serveur et ensuite le serveur vérifie, OK, est-ce qu'Andreas est connecté? Si oui, il va lui transmettre le message, sinon il va le garder en mémoire pour pouvoir lui envoyer plus tard. Donc ça, c'est comme l'architecture classique, mais c'est pas comme ça que Jamie fonctionne. Donc Jamie, lui, utilise plutôt une architecture distribuée. Donc ça serait plus le diagramme qui est à droite sur l'image ici. Donc c'est-à-dire que tous les utilisateurs Jamie forment ensemble un réseau où chaque personne est connectée à un certain nombre de voisins. Et donc, si moi, je suis dans ce réseau et je veux trouver Andreas, donc je peux commencer par regarder mes voisins. OK, est-ce que par hasard Andreas est mon voisin? Probablement que ce ne sera pas le cas. Donc, ce que je peux faire, c'est essentiellement de façon simplifiée, demander à mes voisins, me dire, OK, est-ce que vous savez où Andreas est? Puis si eux ne connaissent pas la réponse, ils peuvent comme continuer à demander à leurs voisins dans le réseau et on peut ainsi de suite comme propager une requête pour finalement avoir une réponse. Et voilà, donc c'est une autre architecture. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a aucun serveur, il n'y a aucune autorité centralisée, il n'y a pas de serveur de savoir-faire Linux qui est nécessaire pour que le système fonctionne. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut pas, par exemple, vendre les données de nos utilisateurs à d'autres compagnies parce qu'on n'a pas les données. On les a tout simplement pas. Donc, c'est vraiment, c'est intentionnel par design. Comme le logiciel, on ne contrôle pas les données utilisateurs. Toutes vos données sont stockées localement sur vos propres appareils. Ce qui veut aussi dire que si vous ne faites pas attention puis que vous perdez vos données puis sur votre ordinateur, vous n'avez pas fait de backup, on ne peut pas non plus vous aider. Mais ça veut dire que c'est ça. Donc, la priorité est vraiment sur le respect de la confidentialité et le respect de la vie privée des utilisateurs. Donc, vous possédez à 100% vos données et nous, on ne les voit jamais, on n'y a aucunement accès. Voilà. Et donc, concrètement, maintenant, le mécanisme que j'ai esquissé un peu avec le réseau distribué, c'est donc peut donc servir à trouver des contacts, échanger des informations, mais c'est pas si efficace que ça. Donc, ce que le logiciel fait en pratique, c'est qu'on utilise le réseau distribué pour faire le contact initial, donc pour trouver les gens. Et ensuite, on établit une connexion pair à pair, c'est ça, avec les gens avec qui vous voulez communiquer. Et par la suite, cette connexion pair à pair est utilisée pour transmettre toutes les données, donc vos messages, vos fichiers, pour faire les flux audio et vidéo pendant les appels et ainsi de suite. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Donc, on a le réseau distribué qui sert à trouver les gens sans avoir à faire une autorité centrale. Ensuite, on établit des connexions par rapport pour faire des échanges efficaces de données. Donc, voilà. Donc, le fait d'utiliser une architecture distribuée présente beaucoup de défis techniques qui ont dû être relevés au fil des années. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez soit poser des questions à la fin de la présentation ou aller venir me voir plus tard. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à mon collègue Andreas pour la fin de la présentation. D'accord. Merci beaucoup, François-Simon. On avait prévu, en effet, un appel démo, mais on était fait part du fait qu'on serait dans la salle d'à côté un peu plus tard et on pourra présenter une démo puis un tutoriel d'installation et d'utilisation de Jamie un peu plus approfondi. Donc, on vous invite tous à venir nous rejoindre un peu plus tard dans l'autre salle. À 15h30. 16h30. J'étais dans la mauvaise plage horaire. Voilà. Donc, j'aimerais vous faire part de quelques nouveautés dans Jamie. Je sais que, il y a quelques années, certains de nos collègues étaient venus présenter un update sur Jamie dans une des conférences Rencontre Linux Québec. Je pense que c'était Adrien qui était ici. Il y a 2 ans. Ouais, voilà. Le 20e anniversaire. Le 20e anniversaire. Photo actuellement de la publicité, c'est lui qui parle. Ah, super. Eh bien, depuis ce temps-là, Jamie a eu beaucoup d'updates, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Entre autres, on a une grande fonctionnalité qui a été ajoutée à iOS. Celle-ci, c'est les appels de groupe. C'est quelque chose qui a été supporté dans le noyau de Jamie et qui était supporté dans les autres plateformes, par exemple Android et desktop, depuis longtemps. Mais il y avait un certain délai sur la plateforme iOS. Mais depuis ce temps-là, il y a eu un gros effort essentiellement d'unification pour que toutes les plateformes soient au même endroit, disons. On a maintenant possibilité aussi de lier les comptes via code QR. Comme François-Simon vous a expliqué tantôt, il y a cette espèce de notion de réseau distribué qui existe dans Jamie. La nomenclature de cette chose-là, c'est quelque chose qu'on appelle la DHT. Et par le passé,
si on voulait transférer un de nos comptes d'un appareil à un autre, on avait deux moyens de faire ceci. Entre autres, c'était soit utiliser un stockage comme une clé USB, mais ça, c'est pas super pratique dans toutes les utilisations. L'autre moyen de le faire, c'était en utilisant la DHT. Donc, l'information du compte se faisait stocker sur le réseau distribué, mais pour des raisons techniques dans lesquelles je ne vais pas nécessairement rentrer en détail, ça pose des problèmes où c'était pas super efficace, c'était pas super fiable non plus. Et donc, récemment, ça a été changé pour que lorsqu'on essaye de transférer un de nos comptes ou les données d'un de nos comptes à un autre de nos appareils, ce transfert-là se fait purement en pair à pair entre nos deux appareils. De plus, comme l'avait mentionné Miguel Ross tantôt dans sa présentation, on a eu le plaisir de l'accueillir il y a quelques mois aux locaux d'SFL où il nous a formés sur l'importance puis les problématiques qui peuvent arriver dans le développement logiciel au niveau accessibilité. Et donc, comme il l'avait mentionné auparavant, Jamy, c'était un outil qui avait beaucoup de misère au niveau accessibilité, surtout pour les personnes non-voyantes. Et depuis ce temps-là, il y a eu un gros travail qui a été fait pour ajouter les fonctionnalités de TalkBack. Et donc, pour les utilisateurs qui utilisent un screen reader, maintenant, ils sont capables de naviguer l'application de manière assez fiable. C'est pas pour dire que l'application est rendue parfaite. À ce niveau-là, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est un gros step-up de là où on était il y a 4-5 mois, disons. De plus, on a un correcteur orthographique qui a été rajouté sur toutes les plateformes. Ça permet d'utiliser non seulement les dictionnaires qui sont installés localement, mais en plus d'installer des dictionnaires tierces. De plus, on a deux plugins super intéressants qui ont été développés, entre autres par nos stagiaires qui étaient là il y a quelques mois. Un, c'est un plugin de segmentation. Donc, ça utilise le modèle IA YOLO qui est capable de essentiellement prendre un flux vidéo puis faire de la segmentation d'images et nous laisser savoir avec une probabilité, dans ce cas-là, disons 81%, que l'objet qu'il détecte, c'est une chaise ou que c'est une personne. Et puis, je dirais encore plus intéressant que ça, le Whisper Transcript, qui est un plugin aussi qui utilise l'IA pour faire du captioning en temps réel. Et donc, lorsqu'on est dans une discussion vidéo avec quelqu'un, on peut avoir les captions en dessous du flux de la personne. Maintenant, je tiens à réitérer pourquoi qu'on voudrait utiliser Jamy en tant qu'utilisateur. Parce qu'a priori, ce n'est pas nécessairement clair pourquoi quelqu'un voudrait utiliser Jamy à la place d'un outil qui existe déjà. Par exemple, Signal ou Telegram, des applications qui sont reconnues pour respecter le droit de l'utilisateur. Eh bien, ça se résume à ces 4 points-là. Premièrement, c'est la protection des données dès la conception. Comme Francis Simon l'a mentionné, Jamy fait des choix architecturaux qui font en sorte que non seulement est-ce qu'on a besoin d'aucune information pour créer un compte et utiliser le réseau, mais aussi vos données sont stockées purement sur votre appareil et nulle part ailleurs, par défaut. Et donc, le fait qu'il n'y ait aucun serveur à l'intérieur du réseau fait en sorte que personne ne peut s'approprier de vos données autre que vous-même. Donc, la responsabilité est totalement sur vous, sur ce plan-là. Deuxièmement, le réseau est indépendant et donc, ça protège contre les points de défaillance uniques comme dans les systèmes qui sont architecturés pour avoir des serveurs centralisés. Donc, par exemple, si demain, malgré que c'est peut-être très improbable, si Google se fait pirater ou si par malchance, il y a une grosse panne d'électricité puis leurs serveurs sont tous éteints, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser Gmail, vous ne pourrez pas communiquer avec vos proches. Jamy, fondamentalement, tant et autant que l'Internet, et même sans Internet, vous pourrez communiquer avec vos proches. Ça, c'est... je vais sauter au 4e point, vu que j'ai un peu fait allusion à ça. Jamy est autonome et il fonctionne sur les réseaux, même sur des réseaux privés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même dans un intranet où on n'a pas connexion Internet extérieure,
s'il y a moyen de former un réseau DHT local et puis par la suite de communiquer avec ses pairs qui sont sur le même réseau sans devoir avoir accès à Internet. Et ça, c'est une des grosses forces de Jamy. On aimerait potentiellement faire une démo de ça dans la salle après aussi. Et puis finalement, je le sais par le simple fait que vous soyez tous ici, vous êtes intéressés par le fait que c'est un logiciel qui est réellement libre. Jamy appartient à personne, mais en même temps appartient à tout le monde. C'est ça la beauté des outils qui sont licenciés GPL3. En fin de compte, voilà les liens pour nous contacter. J'aimerais faire une petite note sur le fait que malgré qu'SFL est une compagnie qui fait beaucoup de développement, on travaille avec beaucoup de monde, le projet Jamy n'est que financé par nous et par quelques subventions gouvernementales. Donc, on est toujours ouvert non seulement à la critique des utilisateurs, si vous rapportez des bugs, mais même le monde qui veut contribuer, on est toujours heureux d'accueillir ce monde-là, puis de discuter avec eux par rapport à qu'est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait améliorer, puis par rapport à qu'est-ce qui manque dans l'application pour rendre l'utilisation plus proche de ce qu'un utilisateur s'attendrait par une application de ce genre. Je pense que c'est le tout. Merci de nous avoir écoutés. On aimerait bien vous retrouver dans la salle d'à côté. Puis si vous avez des questions, on vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question en ligne. En ligne. Oui. Le code est ouvert. Est-ce que je comprends bien que le réseau reste fermé? C'est-à-dire que ça reste à notre cercle de contact. Est-ce qu'il y a quelque part un interfaçage avec des réseaux plus larges? François Sumon, je te laisse répondre à cette question. Est-ce que tu pourrais juste répéter, Martin, s'il vous plaît? Oui. Alors, est-ce que l'outil s'adresse juste à notre cercle de contact, donc de ce point de vue qui est fermé, ou s'il y a quelque part qui s'interface peut s'ouvrir un réseau de télécom quelconque? C'est pas vraiment un réseau fermé. Essentiellement, c'est que pour ajouter quelqu'un dans vos contacts, tout ce que vous avez besoin, c'est comme de leur identité sur Jamy. Puis ensuite, vous pouvez les trouver dans le réseau, mais il n'y a pas de... comment dire, c'est un réseau ouvert, dans le sens que n'importe qui peut joindre le réseau à n'importe quel moment. C'est juste que par défaut, vous devez ajouter quelqu'un dans vos contacts avant qu'il puisse vous envoyer des messages puis tout ça. Mais Donc, c'est un autre utilisateur connecté à Jamy. pardon? Ça permet à des utilisateurs connectés à Jamy. De communiquer entre eux, ouais, exactement. Et ça ne déborde pas. Non, c'est ça. Mais bon, en termes d'interfaçage, donc Jamy peut servir de client SIP. Donc, si vous avez un abonnement auprès d'un fournisseur SIP, vous pouvez utiliser Jamy pour faire des appels comme, par exemple, Skype le permettait auparavant. Mais sinon, oui, effectivement, la majorité des fonctionnalités de Jamy, comme Jamy permet principalement de communiquer avec d'autres utilisateurs de Jamy. Donc, comme on disait tout à l'heure, toutes les composantes du logiciel sont open source. Donc, en principe, il n'y a rien qui empêcherait d'autres personnes d'utiliser la technologie distribuée sous-jacente pour créer leur propre réseau en parallèle, si vous voulez, ou même interfacer avec Jamy à partir d'une autre application. Mais oui, en ce moment, je crois que c'est... en tout cas, je ne suis pas au courant de projets de ce type-là, donc ça veut dire qu'en ce moment, c'est... oui, essentiellement, il faut utiliser Jamy pour communiquer avec d'autres personnes dans le réseau Jamy. Je ne sais pas si ça répond à la question.